qui commencent à être un petit peu nombreuses. Euh, on ne sait pas trop, quand on connaît pas encore bien les membres du groupe, on ne sait pas trop On peut montrer les photos. Il faut style montrer les adopter. noms, les pièces d'identité, on voit si c'est vraiment des vraies familles. Excusez-moi, on entend quelqu'un. Je vous mets en muet, il y a quelqu'un dont on entend le. Laisse insulter les autres. Il faut qu'on soit un peu plus stratégique dans notre combat. Voilà ce que je voulais dire. Frère, au moment qu'on fasse cette part. Donc voilà, c'est Rose, je ne sais pas qui c'est, ça faisait un petit peu de bruit, clairement. Donc je reviens donc, en fait, j'ai décidé de mécontenter tout le monde. Hein. C'est un petit peu la règle. C'est-à-dire, je vais faire une intervention ni trop technique, mais je vais quand même assumer que vous connaissez un petit peu l'environnement WordPress et Elementor. Donc, je suis un peu obligé de faire ça. On aura des retours et on décidera après un peu du niveau d'intervention qu'on adoptera plus tard. Voilà, donc ce soir, il est question des thèmes de WordPress, d'Elementor. Donc, il faut bien sûr savoir ce qu'est un thème WordPress, ce qu'est Elementor, connaître un peu l'environnement. Par moment, si vous ne connaissez pas si bien, vous pouvez être un peu perdu sur l'historique, mais ce n'est pas très grave, puisque de toute façon, sur un sujet comme ça, on pourra, si on veut favoriser l'interactivité, on pourra revenir plus tard sur le sujet en répondant à des questions qui auront été posées entre deux meet-up. Voilà, donc on arrive au sujet lui-même. Qu'est-ce qu'un thème WordPress? Alors, ça paraît une question un peu stupide, puisque quand on fait du WordPress, tout le monde sait ce qu'est un thème. Il suffit d'aller sur un site de thèmes, sur le répertoire WordPress de thèmes, et il ne semble pas y avoir de secret. En fait, c'est un petit peu moins simple qu'il y paraît, parce que depuis quelques années maintenant, on va dire 2-3 ans, la frontière entre les thèmes, les plugins, le noyau un peu moins, mais on commence à en discuter, se brouille. C'est d'ailleurs ça qui fait qu'on peut avoir ce genre de discussion, de thématique, alors qu'il y a 3 ans, c'était inimaginable. C'était pas, on n'en discutait pas. Et ça commence à venir maintenant. Alors tout de suite, ça, ce sont des petits clins d'œil. Au fil de mes années de travail avec WordPress, j'ai entendu pas mal de choses. Je me suis rendu compte que quasiment tout le temps, les gens qui ne connaissent pas confonder le thème et WordPress, c'est vrai que c'est pas si facile quand on n'a jamais été voir de près ce qu'était un thème, le code, quand on ne connaît pas le logiciel lui-même, c'est pas si simple. Et encore plus souvent, on entend la phrase, le thème, c'est juste le look, le design graphique du site. Alors évidemment, un thème, ce n'est pas que ça. C'est bien pour ça que le sujet est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que le thème va effectivement gérer la présentation, mais va gérer aussi l'appel des contenus qui sont dans la base de données. Et ça fait vraiment, c'est une partie importante des sites, ça. Et souvent, on l'oublie quand on ne connaît pas. C'est peut-être le mot d'ailleurs qui porte à confusion. Hein. Le mot thème à l'origine est peut-être un peu ambigu et rappelle plus effectivement le design graphique qu'autre chose. Alors ça doit être familier à ceux qui connaissent un peu WordPress. Ici, c'est ce qu'on appelle le noyau de WordPress, bon, sauf évidemment à cette partie-là où il y a des données. Le thème, en général, ne touche pas au noyau. Hein. C'est le principe des thèmes WordPress, c'est-à-dire qu'il va gérer ce dont j'ai parlé tout à l'heure, l'appel des données, le design, mais il ne touche pas au noyau de WordPress. Ça, évidemment, ça entraîne que quand on veut changer de thème, normalement, on peut en changer sans toucher au logiciel. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas du tout changer la présentation ou les données du site, puisque ça va aussi, dans une certaine mesure, dépendre du thème, mais le logiciel de base reste en place. C'est ça le principe du thème. Après, on a d'autres choses comme les thèmes enfants qui permettent eux-mêmes d'avoir des
des thèmes par an qu'on essaie de ne pas toucher. Il y a des petites complexités, je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus. A priori, vous avez déjà réfléchi à ça si vous avez fait des sites WordPress. Les thèmes ont alimenté un marché florissant depuis, on va dire, une dizaine d'années maintenant. Il s'est vendu pas mal de thèmes, des programmes de toute qualité, de toute taille, de toute pérennité aussi. Il y en a pas mal qui ont disparu. L'offre s'est étoffée par moment. En ce moment, on est dans un entre-deux, quelque chose d'assez compliqué au niveau des thèmes. Mais là, par exemple, je vous montre une page où quelqu'un présente les 13 meilleurs marketplaces pour les thèmes WordPress en 2020. Donc, on n'est plus sur 13 thèmes, mais on est sur 13 places de marché où l'on vend des thèmes WordPress. Donc, ça montre un peu le. Donc, il y en a certaines très connues, comme ThemeForest, on y reviendra, d'autres un peu moins, mais ça montre un peu la place économique qu'a prise les thèmes dans l'environnement WordPress. Alors, je vous disais que la frontière entre les différents éléments du monde WordPress, les frontières commencent à se flouter un peu. Là, par exemple, je vous donne juste une illustration. Vous avez un logiciel qui s'appelle Page Builder Framework. Alors ça, c'est un thème qui a pris comme option d'être compatible avec tous les builders, donc les constructeurs de pages qui sont des plugins du marché. Ça, c'est pour vous montrer que s'ils se sentent obligés de se positionner comme ça, enfin c'est aussi une option commerciale, ça prouve que c'est plus très clair entre par exemple les builders de thèmes et les thèmes. Hein. Donc c'est une option très marquée, mais c'est intéressant de voir cette évolution. Et je vous dirai un petit peu ce que j'en pense tout à l'heure, et si ce type de produit a à mon sens, un avenir ou pas. Alors, je vais vous parler un peu de l'évolution des thèmes WordPress. Vous connaissez tous sans doute le répertoire de thèmes WordPress. Vous voyez avec les 3 thèmes installés par défaut par WordPress. Dessous des thèmes dont on va parler, vous voyez ici Astra, Elementor, Ocean WP. Et bien sûr, des centaines de thèmes, même des milliers, puisqu'ici, on nous indique 3824 thèmes, classés là par popularité. C'est pas pour rien si devant il y a des thèmes qui concernent pas mal Elementor, mais pas qu'Elementor, hein, il faut être juste. Il y a un gros ménage qui a été fait il y a quelques années dans ce directoire, dans ce répertoire de thèmes. Pour enlever il y avait je sais plus 10 000 ou 12 000 thèmes, pour enlever des thèmes en fait qui n'étaient plus du tout suivis. Il y a aussi, ça a pas mal évolué puisque de plus en plus maintenant on a des thèmes, regardez par exemple ici Astra, on a des thèmes qui ont une version gratuite, souvent en open source, et une version payante et parfois d'autres produits avec le thème, ce qui rend encore le marché un petit peu plus confus. Ça aussi, je vous en parlerai tout à l'heure. À côté de ces thèmes sur le répertoire WordPress, on avait des thèmes premium. Alors là, on est sur le marketplace de thèmes probablement le plus connu. C'est ThemeForest qui est détenu par Envato, qui ne fait pas que du thème et pas que du WordPress. Il y a des tas d'activités autour des ressources pour les sites internet, pour les créateurs de sites. Et là, vous voyez, moi j'ai longtemps travaillé avec certains de ces thèmes, un en particulier qui s'appelle qui s'appelle Enfold. Sont des thèmes qui ont un format de licence un petit peu particulier au sens où il n'y a pas de licence multiple, sauf si on utilise un produit, enfin ça c'est plus pour les plugins, si on utilise un produit à l'intérieur d'un autre produit.
Euh, certains thèmes ont vraiment pas mal vendu. Là, vous voyez par exemple Kavada, qui est le thème le plus vendu. On est à 23 200 ventes. Beaucoup de développeurs utilisaient ces thèmes, ont pris l'habitude de faire tout leur site ou une bonne partie de leur site avec. Et c'est vraiment un gros marché. Ça, c'est incontestablement un gros marché. Je suis un peu agacé de ne pas retrouver Unfold. Il doit être un petit peu plus bas. Voilà, il est là, un petit peu plus bas maintenant. Et vous voyez ces thèmes tourner, on va dire, entre 40 et 60 euros euh, à l'achat. Et à l'achat pour un temps illimité à l'époque. Hein, ça fait un moment que je ne suis pas retourné acheter des thèmes là. La licence renouvelable annuellement permettait seulement d'accéder, par exemple, à du support. Mais les mises à jour étaient à l'époque, encore une fois, fournies sans limite de durée. Voilà, donc ce type de thème a eu vraiment beaucoup de succès. Et puis maintenant, on voit apparaître une troisième catégorie de thèmes. Alors ces thèmes, bon, pour être un peu plus précis, ces thèmes avaient souvent ce qu'on appelle un builder de page. Donc Elementor est un builder de page. Au début, c'était des builders très sommaires. Après, il y a eu un builder qui a un peu occupé le marché, qui s'appelle Visual Composer, qui était vendu un peu en pack avec ces thèmes. Et les créateurs de thèmes faisaient leurs démos, en fait, souvent avec Visual Composer, parfois avec d'autres types de logiciels qu'on appelait des logiciels de sliders, type Revolution Slider ou Layer Slider, qui étaient des gros sliders pour être un peu plus spectaculaires. Mais ils utilisaient déjà des builders de pages. Et certains thèmes, comme Enfold, que je vous ai montré, comme Avada, avaient leur propre constructeur de pages intégré dans le thème. Donc évidemment, c'était encore assez éloigné de ce que peut faire un Elementor aujourd'hui, mais ça ressemblait vraiment. Enfold avait un builder par bloc où on posait des blocs comme on le fait dans Elementor. Il n'y avait pas le WYSIWYG développé de façon aussi nette, mais ça fonctionnait un peu de la même façon. Hein. Donc c'est pas le concept n'est pas récent seulement, ça a explosé là en un an et demi, 2 ans. Et donc, je disais, on a vu apparaître en fait une nouvelle série de thèmes, une nouvelle génération de thèmes euh, avec les builders, qui sont eux des thèmes sans builder, paradoxalement, comme GeneratePress, comme Astra, par exemple, comme Ocean WP, c'est un peu les plus connus. Page Builder Framework que j'ai présenté tout à l'heure, et qui ont axé tous leurs efforts. Alors, ils ont pris une option très forte, hein, comme je le disais tout à l'heure. Ils ont décidé de ne pas utiliser de Page Builder en eux-mêmes, mais de faire le pari qu'ils allaient être des thèmes privilégiés par les utilisateurs, par exemple d'Elementor ou des autres builders comme Divi, Breezy, Beaver Builder. Hein. Il y a beaucoup de logiciels qui construisent des pages pour WordPress. Et donc, ils ont tout axé sur la légèreté du thème, la rapidité, les fonctions, si possible, intelligentes qui manquent au builder. Donc, à l'époque, au moment où tout ça a pris forme, il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans, c'était des fonctions du type comment faire le header, comment faire le pied de page, travailler un peu sur des modèles, comment toucher les styles des pages globalement. Et on va voir que tout ça a beaucoup changé et donc et que ça peut poser des problèmes pour ce type de thème à l'avenir, à mon avis. Hein. Après, heureusement, ils ont un marché plus large que quelques builders. Là, on est sur GeneratePress, mais par exemple, Astra est très, très, très nettement orienté vers Elementor. Puisque par exemple Astra, et ça là aussi ça rend les choses confuses, propose dans ses abonnements, qui sont des abonnements annuels, propose des modèles Elementor, une bibliothèque de modèles qui mettent à jour de temps en temps et qui fait concurrence à plein d'autres bibliothèques de modèles. Voilà pour les thèmes. Un temps, il y a eu donc cette évolution
euh, où les builders faisaient leur travail de leur côté. Alors, en fait, la rupture est arrivée quand ils ont commencé à être vraiment plus performants. Il faut bien dire qu'au tout début, utiliser un builder, ça pouvait être un petit peu fatigant. Les premiers thèmes payants dont je vous parlais tout à l'heure, en gros, partez du principe qu'on en a marre de faire que du blog avec WordPress, on veut faire des vrais sites. Parce qu'il faut voir ce que c'était avant. Hein. Les gens pouvaient s'enthousiasmer pour une puce qui était plus élégante qu'une autre. C'était vraiment, au niveau du design, c'était vraiment des possibilités de design. En tout cas, c'était vraiment un autre monde. Ça a pas mal changé. Et à un moment, WordPress a évolué pour aller euh, vers une concurrence, on va dire, plus nette, avec des CMS du type Drupal, Mambo, Joomla. Enfin, Joomla est une version de Mambo, ce qu'on appelle ça un fork. Et bon, il y en avait d'autres. Et eux faisaient vraiment des sites. Et WordPress a commencé à concurrencer ces programmes et a eu un réel succès. Là, par exemple, Genesis, c'est aussi un thème plus orienté framework, donc framework pour faire plus de choses, on va dire, sur un site WordPress. Mais Genesis existe encore, un public fidèle. Voilà, c'est le type de programme qu'on peut encore trouver en indépendant et qui subsiste. Quelques années plus tard, donc, les petits malins arrivent. Alors, les petits malins, ben, c'est les builders qui ont senti le vent et qui ont le mieux réussi, en fait. Parce qu'ils voient, hein, depuis, regardez, vous avez ici une petite timeline. Visual Composer, c'est 2011 le début, hein, donc on a fait déjà 9 ans. Après, on a eu Divi en 2013, Beaver Builder, Elementor. On pourrait continuer, hein, des choses comme Oxygène, à peu près en 2016 aussi ou 2017. Il y a Breezy qui est arrivé peut-être un peu entre les deux. Mais vous voyez, l'histoire est ancienne. On pourrait même sans doute trouver un ou deux ancêtres encore plus vieux. Mais en fait, ceux qui tirent les marrons du feu, alors peut-être parce qu'ils sont là au bon moment, mais peut-être parce qu'ils sont bons aussi et qu'ils ont fait un très bon produit, c'est des gens comme Elementor et Divi, qui sont les deux gros du marché. Donc nous, on est plutôt Elementor, donc évidemment, on parlera plus d'Elementor. Et ces builders de thèmes ont été au début accueillis, on va le dire, assez fraîchement par la communauté WordPress, qui, comme toutes les grosses communautés, peut parfois être un peu frileuse. Il y a de bonnes raisons, hein, pour être frileux quand on est développeur WordPress ou quand on a fait des sites avec WordPress. Enfin, des fois, quand on regarde ça de l'extérieur et qu'on est un peu plus nouveau, ça choque un peu. Donc, on a entendu beaucoup de choses sur les builders qui, de toute façon, c'était une lubie, que c'était vraiment fait pour les gens qui étaient trop paresseux, que ça faisait des sites incroyablement lourds. Alors, au fond, à la base de ces critiques, il peut y avoir toujours un fond de vérité. Mais en fait, c'était très, très exagéré. Et surtout, la plupart des gens qui parlaient à l'époque avaient prédit l'échec total de ce genre de produit. Bon, ils ont été largement démentis par les faits maintenant, au point que certains disent qu'ils imaginent mal l'avenir de WordPress sans une grosse place pour ce type de programme. Qu'est-ce qui s'est passé il y a, on va dire, l'histoire a commencé il y a 3 ans peut-être, mais enfin elle est vraiment vivace depuis un an. Le gros malin s'y est mis, mais le gros malin c'est qui? C'est WordPress, et donc Automatique, la société mère de WordPress. Souhaiter la bienvenue aux nouvelles éditeurs, donc c'est le fameux Gutenberg dont vous avez tous entendu parler. Gutenberg est un éditeur par bloc. Bon, alors, il est intégré à l'administration de WordPress, donc ça a un petit peu changé l'interface. Hein. Donc, c'était pas évident au début de se rendre compte vraiment de ce que c'était, mais c'est le même type de produit que les autres page builders, intégré à WordPress bien sûr. Et ça va être vraiment, pour ce qui est entre guillemets de la guerre des builders, ça va être la grande question, savoir comment va évoluer Gutenberg.
parce qu'avec la force de frappe, évidemment, de WordPress, que ce soit la plateforme ou le logiciel, s'il arrive à un niveau, on va dire, de séduction et d'excellence, on va dire au niveau des autres, il aura un avantage compétitif fort. Donc, tout ça va être très intéressant à suivre. Pour mémoire, je vous rappelle qu'il y a 1 an et demi, au moment où Gutenberg a été introduit euh, dans la version par défaut de WordPress, au moment de l'installation, il y a eu une levée de boucliers incroyable, mais quelque chose d'assez violent, hein. Sur les forums, ça discutait à n'en plus finir, de gens qui préféraient garder l'éditeur, l'ancien éditeur. Donc, vous vous en souvenez souvent qu'il y a un éditeur, en gros, qui ressemble à un éditeur de programme d'email, où on faisait un petit éditeur HTML, où on sélectionnait les choses et on pouvait mettre vaguement une image. Et dès qu'on avait une mise en page un petit peu compliquée, ça devenait vraiment coton. Voilà, et ça a été une vraie résistance. Bien sûr, on peut toujours, si on veut, ça c'est le monde WordPress, hein, si on veut, on peut ne pas utiliser Gutenberg, et puis il y a un plugin qui fait ça très bien et qui permet d'utiliser l'ancien éditeur, et ça peut être parfois complètement justifié. Quand on a besoin d'un blog assez simple, qu'on préfère coder ses templates, ça pose pas de problème, on peut le faire. Mais on a senti quand même un vrai conservatisme à ce moment-là. Euh, vis-à-vis de ces éditeurs par bloc pour en arriver maintenant. On verra ce qui va se passer dans 2 ans, par exemple, mais il y a fort à parier que Gutenberg aura 500 plugins et qu'on n'y pensera même plus. On pensera même plus à l'ancien éditeur. Bon, on en reparlera, mais c'est une histoire assez courante quand on parle de logiciel, hein. Il y a de bonnes raisons du fait d'avoir des réserves pour changer de logiciel, parce que ça, évidemment, ça impacte la productivité et les habitudes de travail. Et c'est pas seulement la peur de la nouveauté, c'est aussi qu'on sait on va perdre du temps. Et puis, il va falloir maintenir plusieurs types de sites, plusieurs types de logiciels. Donc, tout ça, effectivement, complique un peu le travail. Donc, on ne peut pas seulement stigmatiser les gens d'être un peu réservés quand il faut faire un changement massif d'outil de travail. Alors, les fameux petits malins, donc, comme je les ai appelés, donc, comme Elementor, sont allés un petit peu plus loin. Et en fait, c'est là que la vraie bascule a eu lieu. C'est ce que j'ai voulu exprimer ici. C'est au moment où sont apparus non plus les builders de pages, mais ce qu'on a appelé les builders de thèmes. Ces plugins se sont un peu transformés en builders de thèmes, pour le coup. Donc, on a un truc qui est un peu étrange quand même au niveau de la langue, au moins. On a WordPress, on a un thème et on a un thème donc qu'on va installer, et on a un plugin qui met en page des pages web et qui en plus va construire des thèmes, builder de thèmes, alors qu'on a déjà installé un thème. Donc, c'est un petit peu confus. On va un petit peu voir les étapes. Première chose, je vous montre ça rapidement. Elementor a par exemple dit oh ben, je vais m'occuper de l'entête, donc du header. Hein. Donc dans un premier temps, il n'y avait pas cet accès direct, mais maintenant, en modifiant ici l'entête, on va agir directement sur l'entête avec l'éditeur Elementor et donc avoir une totale liberté d'action. Et ça, je vous rappelle que avant, on le codait à la main. Ensuite, il y a une période où dans les thèmes, on avait quelques réglages du genre logo à gauche, logo à droite, logo au centre. Voilà ce que proposait le thème. Encore plus récemment, dans des thèmes comme Astra, on a des réglages plus fins à l'intérieur de l'administration de WordPress. Donc, il faut aller dans l'administration, cocher des cases de personnalisation. Bon, il y a des choses un petit peu plus compliquées. On peut utiliser des modèles Elementor, mais vraiment, c'est plus compliqué. Et il y a eu donc un moment où Elementor a dit on va faire ça. Et bien sûr, pendant qu'on y est, on va aussi faire le pied de page. Donc, le fait de pouvoir l'éditer directement est arrivé il y a quelques mois seulement. Et puis,
Eh bien, tant qu'on y est, on va peut-être aller voir autre chose. On va, il faut que je retrouve, vous voyez, constructeur de thème. On va s'occuper aussi des publications uniques. Je Ça, vais peut-être c'est. te couper 5 minutes parce qu'on a, on a des petits commentaires et des petites questions. Juste, Oui, vas-y, je t'en prie. ouais, donc on a deux petits commentaires sur Gutenberg en disant que bon, il y a Damien qui n'a jamais réussi à l'utiliser et Mathilde qui nous dit que bah, c'était trop, qu'il y avait trop de bugs et que c'était trop dur pour les clients. Et là, on a Vincent qui pose une question que je ne suis pas sûre de bien comprendre. Donc voilà, est-il possible de réaliser des widgets avec Elementor visibles du widget Elementor Librairie? Peut-être qu'on sort un peu du sujet. Oui, je ne comprends pas trop la formulation de la question. Répète-moi la dernière question. Alors, est-il possible de réaliser des widgets avec Elementor visible du widget Elementor Librairie? Vincent, si vous voulez débloquer votre micro et poser la question éventuellement, vous pouvez y aller. Hein. Et on a une autre question. À quoi correspond le constructeur de thème? Bah là, on est en plein dedans. Je pense que du coup, François, tu vas continuer Oui. là-dessus. Alors, donc la première question, c'était à propos de quoi déjà d'ailleurs? La première, c'était. Est-il possible de réaliser des widgets avec... Non, il y avait une question avant. Non, c'était plutôt des remarques Ah oui, sur Gutenberg, ça y est, je me souviens. Ah oui, sur Gutenberg. Ben, les bugs de Gutenberg, oui, mais comme tout programme, hein, vous preniez les constructeurs de pages au début. Ils ont eu vraiment leur bug aussi. Donc, c'est en train, je pense, enfin, de ce que j'ai lu, moi je ne l'utilise pas puisque j'utilise Elementor, mais de ce que j'ai lu, c'est en train de se calmer et surtout les fonctionnalités commencent à arriver à un rythme beaucoup plus rapide. Donc c'est clair, mais c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, quand on change d'outil, c'est-à-dire que vous, les bugs, entre guillemets, de vos outils, vous les connaissez, donc vous les contournez très facilement. Et ce que vous appelez des bugs sur Gutenberg, ben, c'est souvent des choses qui ne sont pas encore bien documentées ou que vous ne connaissez pas. Et donc vous ne vous parvenez pas, enfin ça vous complique la vie, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Donc ça, je suis tout à fait d'accord, hein, changer d'outil, c'est pas simple. Voilà, on verra quand Gutenberg, je pense, rattrapera son retard. Je pense qu'il va lui falloir encore 2 ans. Hein. Mais bon, on verra tout ça. Mais je suis d'accord que ça peut être compliqué. Donc après, les widgets, bah ça, j'avais pas bien compris la question. Et enfin, Ouais, la troisième question. attends, parce qu'on a une autre remarque qui va, à mon avis, dans ce sens-là, de Guillaume qui nous dit ce qui m'intéresse ce qui m'intéresse dans ce groupe serait de savoir créer des widgets Elementor comme le fait Elementor Add-on. Ah oui, mais ça, c'est de la programmation. Alors, Ouais. il y a une chose que j'ai peut-être pas dite, c'est qu'en fait, sur ce groupe, j'ai parlé un petit peu du niveau de qualification des gens, mais il faut quand même que je précise que ça va être un groupe résolument no-code. Pourquoi? Parce que Elementor est un outil fait pour ça. C'est-à-dire tout dans Elementor est prévu pour essayer de ne pas faire de code. Alors ça ne veut pas dire que les développeurs, bien sûr, ne l'utilisent pas, puisqu'eux, ils vont utiliser toutes les ressources, en particulier les ressources dynamiques dont je n'ai pas encore parlé, pour éventuellement faire même leur propre code, leur propre requête. Mais voilà, on peut penser que 95 à 98% des gens qui vont utiliser Elementor sont des gens qui ne codent pas. Donc, on fera très. Alors, évidemment, s'il y a des demandes dans le groupe, si on se rend compte qu'on a 30% de codeurs et qui sont très intéressés par les développements en code, on le fera. N'hésitez pas après à intervenir, à nous laisser vos réactions. On fera des petits sondages. Et dans ce cas-là, on demandera à un développeur Elementor de faire des interventions. Hein. Mais pour le moment, tant qu'on n'en sait pas plus, on ne va pas creuser, par exemple, la création de widgets. Donc, ce dont parlait, je ne sais plus Vincent, je crois que c'est Vincent, c'est un plugin Elementor qui permet effectivement de créer ses propres widgets. En plus, la plupart des add-ons permettent juste d'utiliser des widgets. Donc, ils ont un pack de widgets qu'on installe et qu'on active. Et celui-là en particulier permet de créer ses propres widgets en utilisant bien sûr les librairies Elementor. Et donc voilà, mais là il parlait de coder carrément ses propres widgets directement sur son site. Donc voilà, on en parlera peut-être un jour, mais il faudra qu'on en sache plus et qu'on soit sûr que ça intéresse quand même une grosse minorité des gens. Voilà.
Ouais, encore j'en profite pour te partager, c'était un avis sur ça aussi, ce que nous met Patrick, du coup, qui dit Gutenberg, on est encore au balbutiement, mais ça va très vite évoluer. Et oui, Je suis tout à fait d'accord. Après, bon, c'est aussi un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que par exemple, quand on travaille depuis 2 ans dans Elementor, qu'on a fait pas mal de sites, qu'on s'est pas mal investi, qu'on a acheté des add-ons, qu'on connaît les chaînes logicielles de plugins intéressantes, c'est toujours compliqué de rebasculer sur un autre programme qui peut être très très bon, hein. Il y a un programme qui s'appelle Oxygène en ce moment, qui est un programme alors un peu plus compliqué d'accès que Gutenberg, mais c'est en train de changer assez vite, paraît-il, puisque je ne l'utilise pas, je l'ai juste installé pour voir. Mais moi, par exemple, j'ai aucun problème. Moi, je travaillais avec Divi avant. J'ai pas vraiment j'ai pas vraiment de répulsion à l'idée de changer d'outil, de découvrir quelque chose. Par exemple, là, j'avoue, je suis un peu paresseux à l'idée de, par exemple, de reprendre Oxygène en me disant, je vais développer des sites sur Oxygène. Voilà, parce qu'il faut maintenir. Vous avez des clients, il faut maintenir toutes les versions de logiciels. Moi, j'ai encore des sites avec des thèmes qui remontent à il y a 10 ans. Par exemple, des thèmes Eleganthème. Après, j'ai eu la série Avada Enfold. Après, il faut que je maintienne les sites avec Divi. Maintenant, avec Elementor. Et au bout d'un moment, vous devenez moins performant quand même sur les réponses aux questions, des choses comme ça. Donc, il y a des tas de problématiques autour des changements d'outils qui vont bien au-delà de la qualité de l'outil, la qualité fondamentale de l'outil. C'est bon, Sophie pour ouais, les on a questions. fait le tour. Du coup, là, il y avait Damien qui demandait à quoi correspond le constructeur de thème. Donc, du coup, je te laisse Voilà, donc je suis en arriver. train d'en parler. Donc le constructeur de thème, en fait, va reprendre les fonctions qui étaient a priori dévolues à certains thèmes premium avant et qui permettaient, par exemple, de placer des choses dans un header. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'était assez succinct, hein. Des placements, pas du tout, pas question de régler des marges au pixel près ou de faire des backgrounds sympas. Et les pieds de page. Donc ça, c'est les deux principaux. Mais derrière, ces logiciels ont décidé aussi, donc les builders de page, donc Elementor, ont décidé aussi de prendre en main ce que vous voyez, la publication unique, c'est tout simplement les modèles d'articles, pour simplifier, hein, les modèles d'articles dans un site ou sur un blog. Donc je vais faire un modèle que je vais appliquer à tous mes blogs. Puis les archives, qui sont tout simplement les modèles de catégories. Et je vais avoir des conditions qui vont me permettre de dire, je vais faire un modèle d'archive exactement comme je le fais avec une page, donc un modèle de catégorie. Et puis, je vais dire pour telle catégorie, je veux que s'applique ce modèle. Idem pour les publications uniques, donc pour les articles ou les pages, mais pour tel type d'article, pour tels articles dans telle catégorie, je veux ce type de modèle. Et tout ça, comme on le fait dans Elementor normalement, mais avec quelques petites différences au niveau des widgets, puisqu'on utilise plus de widgets dynamiques. Ça, je vous en parlerai un petit peu après. Et pareil, pour les en-têtes, on peut avoir plusieurs en-têtes. Par exemple, si c'était un casse-tête avant pour faire des landing pages ou vraiment des pages un peu séparées du site, on avait besoin de supprimer l'en-tête, donc c'était un petit peu compliqué. Là, par exemple, il suffit si on veut garder un en-tête, un header, il suffit de dire pour telle page en particulier, je veux tel header qu'on fait spécialement pour la page. Par exemple, pour une landing page, idem pour les pieds de page, etc. Voilà, c'est ça le constructeur de thème. Donc, c'est les modèles, donc répercuter des présentations et de l'extraction de données sur des types de publications et des conditions d'affichage en fonction de ce qu'on veut montrer et des catégories. Voilà pour le constructeur de thème. Je te coupe parce que du coup, on a une conversation là sur le chat de Pierre qui nous a demandé en fait du coup quel était l'intérêt d'utiliser un thème plutôt qu'un autre. Est-ce qu'il valait pas mieux utiliser, je pense que j'avance un peu sur ce que tu vas dire, mais un thème minimaliste comme Hello. Donc voilà, Oui, on va, puisque en fait c'est le cœur de la discussion, donc effectivement on va y venir. Pour le moment, je trouve intéressant disons pour les gens qui n'ont pas vécu tout ça, de leur montrer un peu comment ça a évolué, comme ça ils comprendront mieux un peu les tenants et les aboutissants. Et puis bien sûr, on va y venir et on verra s'il y a une réponse, si j'en ai une,
D'autres en ont d'autres. Donc, je vous parlerai bien sûr un petit peu de ça. Vous voyez, dessous, là, déjà, on y arrive, hein, on n'est pas loin. Bien sûr, on peut choisir cette option. Pardon. Oui, alors, c'est pas fini. Après cet épisode, on a eu, oh ben tiens, pourquoi pas, moi, j'ai vu un petit truc apparence dans WordPress, c'était sympa, apparence personnalisée. Moi aussi, je veux le faire. Bon ben voilà. Ça ne règle plus, bien sûr, les styles de cette page-là, mais ça va régler tous les styles du thème. Alors là, on est un petit peu au début. Alors, pour Elementor, en tout cas, ça fait, on va dire, 3-4 mois que c'est apparu. On appelle ça donc les styles globaux, ou les styles généraux, ou le style du thème en traduction sur le logiciel ici, qui vont vous permettre, par exemple, de régler vos liens pour tout le site. Ou l'aspect des boutons par défaut, ou la typo selon les H2, les H1, H2, H3. Voilà, tout ça, c'est amené à beaucoup se développer, c'est ce que j'ai entendu dire. Hein. Après, on peut toujours rester dubitatif, mais c'est amené à se développer et donc à accélérer un peu le travail, parce que c'est vrai que souvent, refaire toujours les mêmes choses et réappliquer des styles sur toutes les pages, c'était assez pénible s'il fallait le faire avec des pages Elementor. Bien sûr, les gens qui connaissaient passaient par la feuille de style globale du thème dans l'admin de WordPress et pouvaient faire ça comme ça. Mais encore une fois, on reste dans un esprit no-code. Ça fait râler certains développeurs, mais c'est l'esprit du logiciel. Je te coupe encore, excuse-moi. On a du coup, oui, bah, pas la personne qui a répondu, mais on a Damien Blaise qui demande concrètement, on se fait un modèle de header, logo plus menu principal pour remplacer le menu du thème. Le menu du thème. En fait, vous gardez les menus WordPress. Si j'ai bien compris la question, on est un petit peu hors plus en procédure là. Mais si j'ai bien compris la question, vous gardez vos menus WordPress normalement. Et après, quand vous êtes dans la page, tout ce que vous allez faire ici, donc je vais sortir des styles globaux. Ici, vous allez éditer. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Ici, vous allez éditer le header. Donc là, il y a une, voilà, on le voit là. Vous allez éditer votre header ici et vous serez dans Elementor. Et là, vous agirez comme Elementor. Ici, par exemple, vous avez un petit widget menu qui va vous permettre d'utiliser les menus de WordPress. Donc, mais vous allez avoir des réglages beaucoup plus fins que dans les thèmes habituels, c'est-à-dire tous les réglages Elementor sur les marges, les ombrages, les espacements entre les éléments de menu, le hover, le active, tout ce qu'on faisait un peu en CSS avant ou avec certaines options un peu touffues de thème. On le fait ici. Ici, vous avez un petit module pour les réseaux sociaux. Il y a des headers beaucoup plus compliqués. Hein. Ça reste assez simple. La gestion de logo, voilà. Donc ça se passe maintenant, ça se passe très simplement au point que certains clients commencent à intervenir sur leur header, leur footer. Moi, toujours un peu casse-gueule, mais c'est pourquoi? Parce que ça concerne tout le site. Donc on n'impacte pas qu'une seule page. Mais ça se passe, maintenant, ça se passe assez souplement à partir du moment où on sait utiliser les menus de WordPress. Voilà. OK, donc je vais revenir à ma page. Donc on a parlé un peu des styles globaux. Et après, bien sûr, il y a ce qu'on appelle le dynamique. On en a glissé un mot tout à l'heure. Donc là, ça se complique un petit peu. Mais j'en glisse quand même un mot. Donc, en gros, le dynamique, c'est dans chaque widget, ici, partout où il y a cette petite balise, cette petite pile là, on peut gérer ça de façon dynamique. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est évident. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire qu'on va en fait pouvoir proposer à des gens de rentrer des données dans des articles, des pages, d'actualiser des données de façon beaucoup plus simple et propre et qui ne seront pas obligés de passer par un éditeur comme Elementor pour le faire. Et en même temps, ça va permettre de faire des modèles et d'appliquer certains modèles de pages
qu'on peut vraiment pas faire autrement. On appelle ça les custom fields sous WordPress. On fait ça avec des custom posts. Pour ceux qui connaissent pas, j'ai peur que ce soit un peu compliqué. Mais en gros, on fait d'autres types de publications, d'autres types d'articles avec des champs personnalisés. Et par exemple, quand on veut faire une fiche pour un appartement avec la superficie, le prix, on va rentrer ça très simplement. Les gens arriveront sur la fiche, ils changeront leurs infos et tout viendra se mettre dans le modèle Elementor dynamiquement et sera déjà présenté sans avoir à passer par le modèle et par des options de mise au point graphique, on va dire, de changement de police, de choses comme ça. Hein. C'est un petit peu bref, je sais, pour le dynamique, mais voilà, c'est aussi quelque chose, évidemment, qui a un gros avenir. Ça va aussi prendre sa mort sur le travail des développeurs hein, du code, mais bon, c'est l'évolution, donc il faut s'y habituer un petit peu. On a Vincent qui nous dit on peut jouer sur la publication ou pas des headers sur certaines pages avec les shortcodes des headers footers par exemple. Oui, alors ça, je voulais pas en parler parce qu'en plus, ça concerne vraiment plus le fonctionnement d'Elementor, mais effectivement, pas que dans les headers et les footers. Hein. Chaque template, donc chaque modèle Elementor, a un shortcode associé qu'on peut mettre partout, en gros, enfin partout, dans tous les éléments qui accueillent et qui interprètent du shortcode, c'est-à-dire du texte en gros. Donc on peut le mettre dans les petits widgets code, dans les widgets texte, dans certains widgets comme les tabs, ça devient parfois un peu plus compliqué si on met des choses, mais comme ça on peut enchasser des modèles Elementor dans des widgets. Alors, parallèlement, on peut aussi faire ça maintenant dans Gutenberg. Donc dans le Elementor a fait en sorte qu'on puisse utiliser des modèles Elementor dans des blocs Gutenberg. C'est pour ça que je vous dis que tout est très compliqué parce que tout ça va s'enchevêtre. Finalement, on ne sait plus où est le thème, où est WordPress, où sont les différents éditeurs. Si un éditeur se met dans un autre éditeur, ça veut dire quoi? Bon, c'est vrai que ça commence à être un peu compliqué au niveau du concept. Au niveau de l'utilisation, par contre, c'est plutôt efficace et simple. Donc, qu'est-ce qui peut nous arriver avec Elementor dans le futur? On ne sait pas trop, puisqu'ils ajoutent des fonctions quand même assez régulièrement. Ça s'est un petit peu ralenti depuis quelques mois, parce qu'ils préparent autre chose à mon avis. Mais par exemple, pourquoi pas devenir ACF? C'est ce qui permet de faire en fait les custom fields dont je vous parlais, le gros plugin de custom field, et puis qu'ici ils décident de développer leur propre champ personnalisé. Pourquoi pas faire du formulaire? Il y a un gros logiciel de formulaire qui s'appelle Gravity. Ils ont déjà un bon widget de formulaire, hein, parce qu'ils ils vont introduire dans la prochaine version ce qu'on appelle le multi-step en formulaire, c'est-à-dire avoir des formulaires qui vous permettent d'interroger les gens de façon séquentielle selon les réponses. Alors, c'est le conditionnel plus le multi-step, mais c'est quand même moins développé qu'un gros logiciel de formulaire comme Gravity Forms, si vous connaissez. Mais si à un moment, ils décident que c'est essentiel et qu'il y a une demande de leurs utilisateurs et que c'est intéressant pour leur logiciel, pourquoi pas? Voilà, ce sont des exemples que je donne. Pour le moment, par exemple, ce qui arrive là, dans l'autre version, c'est l'intégration des animations Lottie. Donc ça, moi, je ne les ai jamais utilisées, honnêtement. C'est un format d'Airbnb, un format d'animation qui, paraît-il, est très utilisé par les infographistes et sur le web maintenant, et qui permet en fait d'utiliser des animations faites avec After Effects, qui est le gros logiciel d'animation d'Adobe, seulement pour que ça fonctionne dans une page et dans un builder, et avec un builder, il faut des ponts entre ces fichiers et les différents programmes. Et pour le coup, ce sont des librairies, Lotus, ce sont des librairies pour interpréter ces fameux fichiers d'After Effects. Et Elementor va permettre d'intégrer des fichiers Lottie. Et bien sûr, il y en a déjà, mais il va y avoir plein de sites qui proposeront des animations Lottie, éventuellement de les éditer, mais ça devient plus compliqué puisqu'il faut savoir le faire. On verra comment. Ça, pour le moment, personne ne sait vraiment comment ça va évoluer. Mais voilà, c'est une des choses. Alors ça, c'est pas la grande affaire, à mon avis, d'Elementor. Je vous parlerai de la grande affaire un petit peu plus bas, tout en bas, en fait. Et bon, ça, c'est vraiment polémique et
et on verra ce qu'on peut en passer. Donc, ce que disait un des intervenants, je ne sais plus qui, il disait pourquoi pas utiliser un thème simple. Bien sûr, mais c'est ce qui se fait déjà. Alors, sans parler de ces thèmes précisément, dont on parlera un peu plus, vous avez les thèmes dont je parlais tout à l'heure, GeneratePress, Astra, OceanWP, qui sont des thèmes très légers, très rapides, pas simples comme Hello, c'est sûr, mais qui n'ont pas de builder à l'intérieur et qui fonctionnent très bien avec ce builder, avec Elementor. Mais il faut bien reconnaître que maintenant qu'Elementor a évolué, il y a des options qui sont concurrentes. C'est-à-dire, si vous allez régler certaines choses dans Astra, vous allez désactiver la fonction Elementor et inversement. Donc, on va dire c'est moins clair. C'est moins clair que ça pourrait l'être ou que ça devrait l'être. Donc, au bout de quelques... Alors, combien ils ont mis? Un an à un moment, Elementor a proposé discrètement d'abord un thème qui s'appelle Hello. C'est ce qu'on appelle un thème bare bones, c'est-à-dire un thème squelette, quoi, un thème quasiment nu, et qui est vraiment explicitement fait pour installer Elementor. Dans Hello, donc moi je travaille avec Hello, effectivement, dans Hello, on va voir ça, vous n'avez, voilà les options d'Hello. Voilà. Dans certains thèmes, vous avez cette option-là, enfin ces séries d'options. Alors attention, puis quand je dis les options, c'est je peux changer mon logo, je peux décider, là je vois combien j'ai de menus, bon, on ne peut rien faire sur les menus. Ça c'est un réglage basique de WordPress, et ça c'est pour mettre le code nécessaire éventuellement de CSS supplémentaire. Vous voyez, il n'y a quasiment rien pour le coup. Et on ne peut rien faire de plus dans ce thème. On fait tout, effectivement, avec Elementor. Donc ça, c'est... je vous montre ici Hello qui est sur le répertoire de thèmes WordPress. Hein. Donc c'est parce que il ne faut pas oublier qu'Elementor est un logiciel open source et gratuit dans sa version de base. La version payante s'appelle Elementor Pro. Et donc, vous avez sur le répertoire de thèmes de WordPress un thème très orienté Elementor. Hein. Ça a posé il y a quelques mois des problèmes, puisque ce thème ne permettait pas de faire, on va dire, tourner des données de base ou d'un WordPress de base de façon simple, ce qui est quand même contre la philosophie des thèmes WordPress. La philosophie des thèmes WordPress, c'est que vous mettez un thème, vous en changez un autre, mais ça marche toujours avec WordPress et vous pouvez faire votre contenu de façon plus ou moins complexe, plus ou moins bien présentée, mais c'était le cas. Donc là, il y a eu une vraie polémique. À un moment, il a disparu d'ailleurs du répertoire et puis il est revenu. Mais on voit quand même ici un thème simple et léger pour le constructeur de page Elementor. Là, il faut bien se rendre compte qu'on est sur le site de WordPress.org et on a un thème qui dit explicitement ça marche bien avec Elementor. C'est effectivement un changement de philosophie assez net par rapport à ce qu'on avait il y a quelques années. Je me permets de te couper 5 minutes pour poser quelques questions. Ouais. Donc, on a d'abord Damien qui nous dit, avec Elementor, nous n'avons plus utilité de prendre un thème, autant passer par un thème de base. Je découvre Elementor depuis quelques mois seulement. 2020 plus Elementor est une bonne configuration. Quels sont les avantages flagrants à passer par Hello par rapport à un thème de base? Donc, j'imagine comme 2020. Mais c'est un peu ce que tu viens d'expliquer, quoi. Voilà, donc j'ai un peu expliqué ça, mais de toute façon, dites-vous bien qu'Elementor va fonctionner avec beaucoup de thèmes. Plus ils seront complexes, plus ils auront leurs propres outils de mise en page et tout, plus il risque d'y avoir des incompatibilités. Pourquoi 2020, donc le thème WordPress, le dernier thème WordPress par défaut, plutôt qu'Hello ou le contraire, il n'y a pas vraiment de raison, sauf que à partir du moment, on se dit toujours, puisque c'est Hello, le thème que développe Elementor, on est sûr au moins
qu'il n'y aura pas d'incompatibilité. C'est assez naturel de se dire ça. Maintenant, si ça marche très bien avec 2020, bien sûr, aucun problème, puisque vous pouvez même prendre d'autres thèmes. Hein. C'est un plugin Elementor, donc vous pouvez l'activer partout. Là, on garde une sécurité, une garantie de légèreté. Bon, 2020 est un thème assez léger aussi. Mais voilà, il n'y a pas de contre-indication. Après, c'est une question de goût. Je pourrais vous en dire un peu plus. Je vais juste vous glisser une petite chose. Le seul élément que j'ai vraiment entendu qui peut gêner des gens qui ne sont pas fatalement encore très à l'aise avec les builders et les thèmes, c'est tiens, quand j'installe Hello avec WooCommerce, donc WooCommerce qui est le gros plugin de boutique de WordPress, ben, la présentation, c'est pas terrible. Alors oui, parce que par défaut, il vaut mieux faire un modèle de page produit, un modèle de page archive avec le constructeur de thème, parce qu'on peut le faire, vous ne l'avez pas vu, mais on peut le faire avec le constructeur de thème d'Elementor. Il vaut mieux en avoir un, on reproduit assez facilement des choses assez simples et propres. Et quand il n'y en a pas, effectivement, il n'y a pas les pages par défaut que proposent pas mal de thèmes pour WooCommerce. Et donc, on se retrouve avec un peu un truc nu. À mon avis, c'est un peu une erreur de leur part, mais bon, il aurait fallu Oui, bah juste y mettre justement, 3 on pages avait. par défaut pour le panier. Donc, c'est voilà. Et j'ai entendu des gens dire, bah, pour cette région, je vais utiliser chez un WP, Astra ou autre chose, qui eux ont ces pages prêtes et gèrent les modèles de base, hein, bien sûr, de commerce. Après, on peut évidemment, avec Elementor, personnaliser la boutique à l'infini. Hein, enfin, à l'infini. On peut aller assez loin. Ça dépend après des compétences, de la patience et de la façon dont on maîtrise le logiciel. Oui, bah, tu vois, tu anticipes les questions parce qu'on avait Patrick et Aurélie qui disaient que voilà, qu'avec WooCommerce, Hello, c'était pas forcément l'idéal. Donc voilà, il y avait un petit échange sur ça, en effet. Donc tu vois, tu réponds aux questions même avant qu'on les pose. Donc voilà. Voilà, donc s'il y a des gens qui font des sites pour des clients et qui seront peut-être amenés à installer WooCommerce ou qui vont l'installer à coup sûr, je vous conseille juste d'avoir en stock 3 ou 4 modèles pour les pages de base de WooCommerce. Et tout simplement, quand vous faites votre install, ben, vous mettez ça avec, quoi. Donc, c'est quand même très rapide. Et comme ça, les gens ne sont pas du tout dépaysés. Et de toute façon, dans WooCommerce, quand vous installez les pages de base, vous ne pouvez pas toucher au modèle hein, quand vous n'avez pas d'outils. Donc voilà, ça changera. Vous n'enlevez pas de fonction à vos clients et en même temps, vous êtes plus tranquille après pour faire vos modifs. Bien sûr, il y a des plugins et des thèmes qui gèrent WooCommerce en standard parce qu'ils s'en sont fait une spécialité. Donc peut-être encore plus profondément qu'Elementor. Hein. Mais bon, pour le moment, moi, j'ai pas rencontré beaucoup de choses qui étaient vraiment gênantes. Il faut savoir que certains thèmes axent beaucoup sur WooCommerce et font plein de modèles autour de WooCommerce et offrent plein de fonctions parce qu'ils sentent que c'est un marché porteur. Donc ils font voilà. Bien sûr, si ça convient, il n'y a aucune raison de ne pas les utiliser. Moi, j'ai d'autres options, mais voilà, chacun fait comme il sent. Alors, Sophie, Oui, encore des donc questions? une autre double question, ça défile un peu. Donc on a Damien qui veut juste préciser sa question sur 2020 en demandant en fait est-ce que ce sera plus rapide avec Hello et qui demande aussi si on peut faire un thème enfant avec Hello. Oui, alors on peut faire un thème enfant avec n'importe quel thème WordPress, donc ça pose pas de problème, mais je vois pas tellement l'intérêt avec Hello, parce que il y a tellement pas de réglages et le noyau est tellement peu touché. Enfin, pour le moment, j'ai pas. Le thème enfant, pour moi, ça dépend du type de site que vous faites. Quoi, hein. Le thème enfant peut être très utile. C'est ce que conseillent vraiment tous les développeurs quand on fait de la modif. C'était surtout valable quand on faisait beaucoup de développement. Maintenant, moi, j'ai eu aussi des problèmes avec des thèmes enfants, tout simplement parce que il y a des sites qu'on touche pas très souvent. Et quand vous faites un peu de code dans un thème enfant, que votre thème parent change et à changer un peu de code que vous utilisiez, enfin, dont votre thème enfant dépendait, plus exactement dont les lignes de code du thème enfant dépendaient, vous risquiez d'avoir une incompatibilité. Et après, il fallait finalement essayer de retrouver où était le problème et refaire le code. Donc, les problèmes, de toute façon, le truc sans aucun problème, ça n'existe jamais. Pour le moment, avec Hello, j'ai eu 0 problème.
Ça arrivera peut-être un jour. Je ne sais pas s'ils vont rendre le thème un peu plus complexe. Tellement il y a peu de choses, voilà, j'ai pas eu de problème et je me pose plus la question et je l'installe en thème parent. Bon, après, quand on fait un site très complexe et peut-être que les enjeux sont différents, moi je suis plutôt en small mid business. Donc là, je vais bien croire que parfois on ait d'autres contraintes. Voilà. Ouais, alors là, il y a pas mal de questions. Moi, je suis un peu larguée, hein. Je débute avec Elementor. Donc là, on a si j'utilise un thème event avec Elementor, quels conseils donneriez-vous pour éviter que ma plateforme soit lente au chargement? Elementor était connu pour alourdir les sites, ce qui les rendait longs au chargement. Alors, je ne peux pas parler de la relation ou du ralentissement de chaque thème. Il y en a des milliers. Hein, donc, de chaque thème ou de chaque plugin avec Elementor. Pour ce qui est de est-ce qu'Elementor ralentit les sites? Oui, c'est clair. Tous les builders de pages, tous les plugins qui font des choses avec pas mal de fonctions vont fatalement ralentir les sites puisqu'il faut bien les charger. Et voilà, et vous n'avez pas d'autre solution. La seule façon de ne pas avoir de quoi, c'est de mettre une page texte, et encore, ça dépend du texte, je ne sais pas, de la police que vous utilisez. Voilà, mais une texte nue, mais à chaque fois que vous allez, question importante, c'est dans quelle mesure ça va ralentir mon site. On fera probablement dans des meet-up autour ou des parties de meet-up autour de ces sujets. Moi, j'ai une position sur ce qui n'est pas du tout maximaliste. Hein. Je trouve qu'il y a un vrai délire pour certains sur le. C'est important, mais pas aussi important que veulent bien le dire certains. Voilà, en gros, ma position. On ne va pas développer maintenant parce que ça irait trop loin. Mais en gros, oui, vous allez ralentir de toute façon votre site si vous n'aviez pas ce logiciel en plus, ce programme, hein, ce plugin à charger. Est-ce que c'est important? En fonction des bénéfices qu'il vous apporte, c'est toujours un coût, un compte bénéfice et inconvénients. Hein. Donc, voilà, moi, je pense que ça vaut vraiment le coup et que quand on ne fait pas de bêtises avec les poids de ces images et 2000 add-ons installés, ça se passe bien. Quoi. Et je pense que le serveur, par exemple, est plus important que le fait que vous ayez Elementor ou pas. Voyez tourner Elementor, par exemple, sur un gros hébergement cloud et vous comprendrez vite, même en admin, que ça dépend beaucoup, beaucoup, beaucoup du serveur. Sophie? Oui, donc on a Freddy qui nous disait si le template est acheté, le child theme est obligatoire, sinon à la prochaine mise à Alors jour. là, j'entends plus du tout. Il y a du lag. Tu m'entends là? Vous m'entendez? Non. Ouais, je t'entends plus, Sophie. Vas-y, maintenant, je t'entends, oui. C'est bon? Il y a eu un problème pendant 30 secondes. Vas-y. Ok, donc on a Freddy qui nous disait si le template est acheté, le child theme est obligatoire, sinon à la prochaine mise à jour, toutes les modifications sont perdues. Si quel template Elementor, j'imagine. J'en ai pas trop parlé encore de ça. Je vais en parler des templates. Hein. Voilà, ça peut poser des petits problèmes, mais globalement, ça se passe bien. Je vais en parler des templates, donc j'espère que la personne qui a posé la question n'est pas frustrée. Je vais y venir là. Après. Ok, bah on a pris une petite discussion sur voilà, la rapidité des sites, mais en fait, l'échange se fait dans le chat pour dire que voilà, l'hébergement joue quand même beaucoup. Je pense que, Ok, je très pense que bien. tu peux continuer. Très bien. Donc, on parle ici donc des prétentions à Elementor. Hein. Alors évidemment, c'est facile quand il n'y a pas de code dans un thème de dire que c'est le plus rapide. Hein. Donc il est très rapide. Certains, comme je disais tout à l'heure, comme GeneratePress ou Astra, sont pas loin, tout en ayant plus de fonctions. Mais encore une fois, si ce sont des fonctions qui doublonnent avec Elementor, on peut vraiment se poser la question. Et par le moment, on se demande si Elementor n'est pas là parce qu'il doit être là. Là, je vous montre pour ceux qui connaissent un peu le code. Voici le template de single post de publication unique d'Elementor. Pour ceux qui se rappellent les templates de certains, là, on 34 lignes, tout compris, bah, on pouvait avoir des templates de 500, 800, 1000, 1500 lignes. Voilà un peu la légèreté du code d'Elementor. Bon, c'est normal, hein, il ne fait pas grand-chose. Il est là pour assurer le lien entre WordPress et Elementor, puisqu'un thème, je le rappelle, est obligatoire dans WordPress. Bon, finalement, alors vous n'avez toujours pas répondu. Elementor va finir tout ce que fait
les thèmes modernes. Alors, moi, pour moi, la réponse est claire. Au moment présent, oui. Hein. On va dire ça. Évidemment, c'est un peu, c'est un peu rapide. Voilà, par exemple, là, je vais montrer l'ensemble des fonctionnalités. Donc, il faudrait lire un peu sur le site d'Elementor. Ça devient juste un petit peu délirant. Voilà, tout ça sont les fonctionnalités d'Elementor. Hein. Bon, c'est vrai qu'on peut après. Voilà. Bon, je vous passe. Donc oui, je vais dire oui. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui pourrait encore manquer? Alors, il reste, par exemple, l'injection de code. Ça qu'on trouvait dans certains thèmes. C'est-à-dire que l'injection de code, c'est quand vous voulez, par exemple, donc c'est peut-être un mot barbare pour ceux qui ne sont pas techniciens, mais c'est, attendez que je retrouve là pour le coup ma page. C'est le fait par exemple, de mettre des balises pour le tracking, pour Google ou pour Facebook, ou le pixel Facebook, ou des codes de vérification, des choses comme ça. Et ça, on n'a pas ça dans Elementor. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est il y a plein de petits plugins qui font ça très bien, et mieux même que les thèmes. Hein. Donc, j'ai décidé d'installer un plugin pour faire ça systématiquement. Et voilà, et ça se passe très bien. Le plugin est très léger, donc voilà. Le WooCommerce et le manque on va dire, de pages par défaut, on en a parlé tout à l'heure. Le SEO, de toute façon, je n'ai jamais. Certains thèmes premium proposent des fonctions basiques de SEO. Ça peut être assez pratique, du type Enfold qui proposait ça. Ça peut être assez pratique quand il n'y avait pas de gros enjeux SEO sur certains sites. Dès qu'il y a un enjeu, et maintenant même quasiment systématiquement, j'utilise un plugin SEO léger. Alors après, ça dépend. Et on les connaît, hein, les Yoast, les Rank Math, tout ça, les All-in-One SEO, SEO Press, tout ça. Et selon le type de référencement que vous avez à faire, vous pouvez même jouer entre deux ou trois plugins. Donc moi, ça ne me pose pas de problème. Quoi d'autre? Ben, pour moi, en ce moment, rien. Voilà, je vois pas, ça me bloque pas dans mes sites. Je me dis pas à un moment, tiens, si j'avais installé ce thème, j'aurais eu besoin de ça. Et au contraire, je dis, c'est mieux d'avoir un thème léger. Voilà. Alors, est-ce que ça va donc? La question, c'est est-ce que finalement, les logiciels comme Elementor vont écraser les thèmes? Est-ce qu'à un moment, les thèmes ne vont plus du tout être achetés, servir? Alors, il y a une autre raison pour laquelle c'est pas quand même pas près d'arriver, c'est le marché existant. C'est-à-dire que ce dont un peu je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'il y a des gens qui développent depuis toujours avec certains thèmes, qui ont une vraie productivité avec, le fait qu'il faut entretenir des thèmes qui sont sur des sites installés, le fait qui est un peu confusant, je sais que ça se dit pas, mais entre guillemets, mais c'est très expressif, sur le fait que euh, beaucoup de ces thèmes maintenant, de ces thèmes premium, vont utiliser Elementor parce que c'est un logiciel gratuit et donc vont faire leur page avec Elementor. Donc ça peut prolonger aussi leur vie puisqu'ils profitent des fonctions d'Elementor. Donc oui, d'après moi, on est vraiment sur un moment où les builders pourraient écraser les thèmes, mais en fait, il y a euh, d'autres raisons externes qui font que ça ne va pas se passer. Et si ça se passe, ça sera sur des années et pas comme ça d'un coup. Alors après, il se peut aussi que les thèmes fassent d'autres choses. Hein, parce après tout, qu'est-ce qu'un thème, un plugin? Et d'ailleurs, pourquoi pas des thème builders? Mais les thème builders, voilà, ça existe. Enfold était déjà un thème builder. Divi en est un autre. Elementor a choisi une autre voie de séparer son thème et son builder. Divi est aussi un plugin, hein, mais il est très fortement lié à son thème. Voilà, donc ça existe déjà. On va voir comment évolue le marché. Mais finalement, c'est assez compliqué, au moins mentalement, de se dire quel thème je choisis. Moi, j'ai choisi, mais je comprends qu'on puisse vraiment se poser la question. Et surtout, ne pas oublier non plus que certains vendeurs de thèmes sont très habiles commercialement et vont vous séduire alors qu'en fait,
ils ne feront pas autre chose qu'un builder et un thème nu. Hein. Ça arrive aussi avec de belles démos. On peut séduire beaucoup de gens et des listes de fonctions. Alors finalement, petite remarque, est-ce que ça ne serait pas Astra et les autres, les dindons de la farce? Donc ça, ce sont les fameux thèmes qui ont fait le pari des builders, qui se sont dit, on va faire toutes les fonctions que n'ont pas les builders. Mais ça se passait déjà il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc par exemple, Astra, voilà Astra. Très bon thème d'ailleurs, que j'ai utilisé pendant un bon moment. Après, il y a eu cette fameuse inflation des builders, donc avec l'arrivée des thèmes builders, des styles globaux, tout ce dont on a parlé tout à l'heure. Et finalement, on se retrouve avec tout ce que je vous ai dit, avec la page Elementor qui va dire voilà les thèmes qu'on vous conseille. Bon, on n'en préfère pas un ou un autre, mais voilà, toute une liste de thèmes. Donc, ils sont, d'une certaine façon, ils commencent à être un peu schizophréniques parce qu'ils savent bien que d'ailleurs, le premier thème qu'on voit, c'est Hello. Hein, donc, ils savent bien que beaucoup de thèmes vont être probablement redondants, mais n'empêche que c'est des gens qui les ont soutenus, c'est des gens qui les relaient, donc c'est aussi important. Et puis certains, ils trouvent vraiment leur compte parce qu'il reste malgré tout dans quelques-uns de ces thèmes des fonctions qui ne sont pas nativement assurées par Elementor. Je ne peux pas trop en parler parce qu'il faudrait aller dans tous les thèmes, voir toutes les fonctions, mais quand on est habitué à un outil, on sait très bien ce qui peut nous manquer. Et là, on le repère beaucoup plus vite. Voilà, il y a des thèmes gratuits, des gros thèmes par exemple qui vendaient sur ThemeForest. Maintenant, on choisit Elementor, vous voyez, c'est Jupyter X. Voilà pour ceux à qui ça peut vraiment coûter 800 000 installations. Voilà, après, ces chiffres-là, on peut toujours en discuter. Hein. Elementor, ils ont 5 millions d'installations, mais c'est des installations aussi essentiellement gratuites. Donc, combien d'installations payantes et tout, ça, on connaît rarement ces chiffres. Ça peut être, on va dire, sujet à discussion, tout ça. Mais Elementor lève de l'argent. Elementor a le vent en poupe parce qu'il est intégré dans plein de logiciels. Donc, on peut penser qu'ils réussissent bien. J'avais promis de parler un petit peu des modèles. Donc, les modèles, ben oui. Alors, pour moi, en ce moment, et encore sans doute pendant 1 ou 2 ans, l'immense avantage pour des gens qui sont plutôt des non spécialistes, des non techniciens, des non graphistes, l'immense avantage des builders, ce sont les modèles, tout simplement. C'est le marché des modèles. Hein. Alors pourquoi? Parce qu'on peut dire effectivement, bah avant, on avait déjà plein de démos dans les thèmes. Et puis bon, est-ce que ça a vraiment changé grand-chose? Moi, je pense que oui, que c'est vraiment autre chose que les démos. Donc ça, on appelait ça avant, quand vous allez dans n'importe quel grand thème, vous allez avoir euh, des, des, ils vont vous vendre en fait le fait que voilà, j'ai des éléments de design et puis j'ai des layouts de blocs et puis j'ai des démos 10, 20, 30, 66 ici sites préconstruits. Voilà, c'est ce qu'on appelle les démos de thème. Hein. Je les ai beaucoup utilisés à une époque. Ce marché de modèles est très important dans ce que je viens de montrer. C'est très important pour vendre les sites parce que évidemment d'avoir une liste de modèles. Alors n'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé, si vous vendez du site, de proposer ces pages publiques. Vous pouvez très bien installer les modèles et proposer une sélection de modèles à vos prospects ou à vos clients. Donc c'est vraiment, ça facilite la vente de sites, ça c'est absolument incontestable. On parle toujours de small mid business. Hein. Pour les budgets, on va dire au-dessus de 8 000 €, c'est autre chose. Hein. On fonctionne plus avec des maquettes, plusieurs modèles, du prototypage. Donc on parle plutôt du small biz là ou du mid biz. Donc oui, d'après moi, c'est très important. Et surtout, la grosse différence avec les démos, c'est la souplesse. Ça a rien à voir avec ce qu'on avait avant, puisque quand on installait une démo avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui l'ont fait, en fait, on effaçait le thème. Donc, bien sûr, on gardait son WordPress, on gardait le contenu de base au niveau des textes et tout, mais on supprimait toute la mise en forme. Et après, on repartait
sur une autre démo, avec d'autres options, parfois d'autres réglages d'options dans les feuilles de style, des choses comme ça. Là, vous savez déjà utiliser Elementor là, pour la plupart, vous savez comment ça se passe. Vous allez dans une page, vous chargez un modèle, vous mélangez des modèles si vous le voulez, vous pouvez charger des blocs, euh, intervertir des blocs, supprimer des blocs. Tout ça est infiniment plus souple et rapide que ce qu'on faisait avec les démos de thème. Donc, pour moi, en tout cas, pour une partie non technicienne des créateurs de sites, c'est pratiquement le plus important et ce qui va booster l'utilisation des builders. Parce que l'utilisation fine des builders, bon, on peut modifier facilement des choses, mais n'est pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'il faut quand même s'y mettre. Il y a des choses à comprendre au niveau des mises en page. C'est un peu comme les logiciels graphiques. Donc, il y a beaucoup d'options. Donc, c'est pas si simple. En revanche, les modèles, savoir qu'on part d'une base déjà bien solide, c'est très rassurant et ça facilite beaucoup les choses. Juste un petit mot pour finir sur ces modèles. Je pense que vous connaissez tous Envato Elements. Envato, donc c'est le propriétaire de, on l'a vu tout à l'heure, c'est le propriétaire de ThemeForest. Eh bien, Envato Elements il y a à peu près un an, a proposé un, je vais essayer, non, celui-là il veut pas. Bon, a proposé un plugin gratuit avec des centaines de modèles Elementor. Alors ça, en gros, c'est peut-être l'élément le plus convaincant sur l'explosion d'Elementor, puisque je vous garantis que s'il y a bien une société qui était réputée pour être très pro-gain et qui pressurait un peu ses créateurs de thèmes, c'est bien Envato. Bien malgré son succès, et qu'ils aient décidé pour un builder spécifique de faire un plugin et de fournir, de payer des designers gratuitement, et maintenant d'ouvrir un accès. Maintenant, ça s'est encore élargi puisque on a accès, quand on paye bien sûr l'abonnement, en plus des thèmes gratuits, à des thèmes qui sont proposés régulièrement par les constructeurs de thèmes sur Envato Elements. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Si ça vous intéresse, venez plutôt sur notre groupe privé parce que ça, on en parle assez souvent. Et puis, je pourrais un peu développer. Là, je pense que ça correspond pas trop. Et enfin, les add-ons. Sophie, si tu veux, s'il y a une ou deux questions. Oui, ouais, tu m'entends? Oui. Oui, ça bug pas mal chez moi, donc j'ai des questions qui arrivent un peu au compte-gouttes que je vois pas. Enfin, je pense que ça bug un peu. On a Tristan qui avait une intervention intéressante en disant les thèmes construits avec Elementor nous emmènent jusqu'à un certain point. Le builder nous permet de faire des petites tweaks. Sur les thèmes serviront toujours à aller plus vite. Alors, répète les 10 dernières secondes de ta phrase qui ont été brouillées. Ouais, bah, l'idée c'est de dire que les thèmes serviront toujours à aller plus vite. Oui, mais bon, alors ça, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. On est d'accord, à la limite, un bon éditeur texte par un très bon développeur, on pourrait soutenir, alors évidemment avec des tas de bémols, mais que c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Mais là, on parle vraiment d'utilisateurs no-code essentiellement, complètement no-code. Et donc, le problème ne se pose même pas, puisque quand vous ne savez pas écrire une ligne de CSS, et ni HTML, ni PHP, ni JavaScript, ben, voilà, vous faites avec les outils qu'on propose. Les outils WYSIWYG et les outils en clic et posé. Et pour le moment, bon, c'est à peu près ce qu'on a de mieux, quoi. Bon, après, il va y avoir une concurrence. Ça, d'ailleurs, on peut en parler. C'est toujours un sujet très intéressant. Donc, Tristan, je comprends bien la réaction. C'est vrai que après, c'est infini, quoi. Quand vous avez des demandes d'une précision inouïe, il faut coder, quoi. Il faut coder à la main, mais ça, tout le monde le sait. Donc, en général, en small biz, soit c'est un codeur et puis il le fait, soit on prend un codeur, mais évidemment, c'est plus cher. Le code pose aussi des problèmes de maintenance de code, donc ça, on en parlera éventuellement lors d'autres meet-up. C'est très intéressant, évidemment. Voilà, il y C'est a bon eu. pour les
Ouais, il y a eu aussi un petit débat sur le responsive, du coup, avec les points de rupture sur Elementor, voilà, comment gérer le responsive. Bon, il y a eu une conversation à côté. Je ne sais pas si tu as un point de vue sur le responsive Oui, avec bah, celui-là, il Elementor. était un peu général. C'est vrai qu'il y a que 3 points, 3 breakpoints sur Elementor. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand on passe d'une taille d'écran à l'autre, d'une résolution d'écran à l'autre. Bon, c'est à peu près ce que j'avais vu ailleurs, hein. Peut-être qu'il y en avait 4 à un moment, je ne sais plus. Euh, Ça va probablement changer. Après, je pense que pour le moment, ils essaient de rester quand même d'un usage assez simple. Et c'est vrai que quand les gens ont besoin de faire ça plus précisément pour des tailles d'écran plus précises et pas fatalement plus nombreuses, mais aussi parfois plus nombreuses, c'est vrai qu'il faut passer par du CSS. Je pense que les outils vont apparaître, probablement les plugins, on doit y avoir un ou deux plugins qui proposent ça. Allez voir Cutnet, il fait peut-être ça, je ne sais pas. Euh, voilà, c'est vrai qu'on se pose souvent la question, mais je pense qu'on se pose aussi la question parce que le responsive, c'est une vraie prise de tête de toute façon. Hein, quand vous voulez être bien sur 1200, parfait sur 1280, sur 1366 et tout, vous pouvez évidemment faire du style sur 10, 12 écrans, mais bon, après, c'est beaucoup de boulot et voilà. Donc, bah, je suis d'accord que ça pourrait être mieux, ça va peut-être l'être. Je trouve ça déjà pas mal avec l'interface. Moi, c'est plutôt les limites sur les 3 points, les 3 breakpoints qui me gênent. Ben, on est bloqué à un moment quand on veut passer le breakpoint mobile plus haut, parce qu'on voudrait unifier la mise en page un peu plus loin. Ben, on peut pas, ça me gêne un peu. Donc là, il faut passer par du CSS. Voilà, ce genre de choses. On en reparlera, bien sûr. Je suis content qu'il y ait toutes ces questions et qu'à un moment, vous continuez à interagir avec nous euh, pour, euh, pour reposer ces questions et qu'on en parle et qu'à un moment même vous interveniez pour donner votre point de vue et soit qu'on le dise, qu'on en fasse part, soit que vous interveniez directement lors des prochains meet-up. Alors, les add-ons, bon, il faut que je finisse rapidement, il est 20h25, j'espère que je vais aller très vite. Des add-ons par dizaines, des widgets par milliers, bah oui, ça, quand un logiciel explose, ça s'est passé pour WordPress, ça se passe pour Elementor. Donc les add-ons, c'est les plugins de plugins, hein, donc c'est tout ce qu'on peut rajouter à Elementor. Là, par exemple, on a un site qui va lister 60 Elementor add-ons, sachant que dans la plupart des add-ons Elementor, vous avez entre 20 et 50 widgets. Euh, bon, à un moment, on est juste surchargé de fonctions, mais ça prouve l'énergie du marché, on va dire, l'activité. Donc, bon, les noms, je vous les passe, il y a tellement de choses que. Voilà, ça aussi, on en reparlera longuement dans de futurs meet-up, j'imagine. Et si un petit ça va saigner, ben pourquoi? Parce que le marché va se rationaliser à un moment. Il y en a plein qui vont tomber, que ce soit du côté des créateurs d'add-on ou du côté, et ça on en parlera, c'est très intéressant, des utilisateurs d'add-on. Ça demande une certaine prudence. Quand vous faites une page avec un add-on, ça va. Imaginez que vous ayez 10 sites avec 500 pages, vous avez utilisé une fonction et que la fonction tombe, ça devient plus compliqué. Donc voilà, il faut faire un petit peu attention. Mais c'est vrai aussi, c'est pareil, il ne faut pas être ultra conservateur. Il y a des choses, il y a certains add-ons qui sont juste assez étonnants et qui comblent des choses pas assurées au niveau du design et de bien d'autres choses d'ailleurs. Euh, et si c'est ce qui s'est passé avec les thèmes WordPress recommencés, euh, ben, tout simplement, si certains add-ons Elementor, là vous voyez un add-on Elementor qui va faire du gros formulaire. Donc vous voyez un add-on de formulaire, mais spécifiquement pour Elementor, qui va venir concurrencer, ça va venir, bon, probablement celui-là pas encore, les Gravity, les WP Forms, les Caldera, les gros. Et ça, ben, ça rend encore des choses plus complexes parce qu'effectivement, si on peut mettre en forme ces gros formulaires avec l'éditeur Elementor, ça simplifie la vie. Tous ceux qui ont essayé de mettre en forme certains formulaires en les intégrant avec des codes, des shortcodes dans les pages, le savent. Donc voilà, l'évolution du marché, ça va continuer. Hein. On va voir ce qui va se passer. Les dangers, bah, vous connaissez le fameux blotti anglo-saxon, bah, c'est qu'à force de vouloir faire trop de choses, on finisse par avoir un truc un peu lourdingue, compliqué. Pour le moment, je pense qu'ils en sont pas là, au moins au niveau de l'ergonomie. Euh, c'est une discussion qui est récurrente hein, sur tous les logiciels. Hein. Avec l'âge, vous avez un historique et ça se complique. Leurs arbitrages deviennent de plus en plus complexes. Donc, est-ce qu'ils vont devenir une usine à gaz ou pas? On verra. Winner takes all,
Eh ben, ça aussi, ça arrive souvent. WordPress, qui était un petit logiciel de blog, ben, je ne sais pas quelle est sa part dans les CMS. Hein, je ne parle pas de l'ensemble du web, mais des CMS. Mais ils doivent tourner dans les CMS de 40%, non? Ou 50 ou 60, je ne sais plus. Pour le web, moi, hein, pour le nombre de sites web, moi. Mais, donc, si, si Elementor continue à avoir ce succès, eh ben, ils peuvent aussi écraser d'autres logiciels, même d'autres bons logiciels. Hein. C'est un peu une loi, c'est plus du commercial et de l'économique qu'autre chose. Donc ça aussi, on verra bien. Euh, pour moi, la vraie révolution, donc, alors non, je voulais parler de ça, ça va avoir des impacts assez forts sur les chaînes, en particulier les modèles, même aussi dynamiques. Je pense que les développeurs, les graphistes vont progressivement remonter dans les chaînes, mais ça, c'est aussi l'histoire du logiciel. Hein. C'est-à-dire qu'on aura plus de graphistes qui vont travailler pour des gens qui font des templates pour Elementor, plutôt que travailler pour un site et directement faire un template. Parce qu'il y aura moins de boulot, parce qu'il y a tellement de templates vendus que, voilà, il faut bien s'adapter. Euh, Pareil pour les codeurs, le dynamique va permettre à des gens qui codent pas du tout de faire des choses que ne faisaient que les codeurs avant. Donc il faut qu'ils remontent un peu dans la chaîne, qu'ils fassent du plugin, qu'ils fassent des choses comme ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas encore travailler sur des sites. Hein. Ça veut dire que ça, sur le moyen terme, ça risque de réorganiser un peu ce marché-là. Aussi, ça c'est un de mes grands dadas, donc je vais aller très vite. Je pense que la vraie révolution de ces choses-là, c'est pas que ça va permettre de faire des sites fantastiques, même si on ne connaît pas le web. Ça va permettre à certaines personnes, par exemple, quelqu'un qui connaît bien le commerce électronique et qui veut vendre ses compétences pour un site d'envergure petite ou moyenne, donc il n'y a pas un énorme budget, ben, il va pouvoir assurer tout le reste avec ce type de programme, c'est-à-dire ne pas faire de bêtises, ne pas faire des choses vraiment indignes, mais quand même mettre le paquet sur la chose où il est pro et, et parce que c'est ce qui vend essentiellement. Hein. Donc on peut beaucoup développer ça, mais ça c'est vraiment ça, j'y crois pas mal. Euh, donc on en reparlera sans doute plus tard. Et puis enfin, les rumeurs de cloud d'Elementor, autour d'Elementor, eh ben, qu'est-ce qui pourrait se passer? Et s'il se passait ça, pour le moment, il ne se passe pas grand-chose. S'il se passait ça, voilà. Ça, on en parle beaucoup en ce moment, hein, vous voyez, ici. C'est assez discret, je suis étonné. C'est Wix, donc. Donc pourquoi tout simplement ce petit clin d'œil? Ben parce qu'on parle beaucoup dans les forums, sur les blogs, dans les groupes. Euh, Après l'épisode du financement d'Elementor, qui a levé somme raisonnable hein, à l'aune d'autres gros financements, mais quand même assez étonnante pour un plugin WordPress. Euh, Ils sont probablement en train de préparer un cloud, c'est aussi ce que dit la rumeur, mais on peut faire plein de choses avec un cloud. Peut-être qu'ils vont proposer leur propre plateforme d'hébergement, donc leur propre cloud d'hébergement. Et la grosse question est, mais est-ce qu'ils ne sont pas en train de préparer euh, leur rupture avec WordPress, tout simplement? Parce que ça les encombre, parce que... Alors voilà, ici, je me suis amusé à faire ça. Vous avez un petit tweet de Matt Mullenweg, donc qui est une voix WordPress ancienne, et voilà ce qu'il disait. Curious what this means for their Gutenberg integration and roadmap, whether they're going to go closer to core or try to fork things. Donc en gros, est-ce qu'ils vont se rapprocher du noyau WordPress avec leur intégration euh, des blocs Elementor dans les blocs Gutenberg, ou est-ce qu'ils vont forker? Donc forker, ça veut dire se séparer dans le monde du logiciel libre, hein, se séparer du logiciel pour faire leur propre logiciel qui s'appuiera plus sur WordPress. Là, bien sûr, polémique énorme. Euh, c'est une décision tellement énorme de dire, parce que ne pas oublier que WordPress, c'est vraiment pas seulement le programme, c'est tout l'environnement. Vous imaginez, pour les développeurs, si un jour on leur dit, ah bah c'est fini WordPress, on va juste faire notre Wix. Je pense que c'est très, 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 très improbable dans les, on va dire, 2 années qui viennent. Après, il peut tout se passer, hein, je ne vais pas prendre de paris sur l'avenir, mais c'est intéressant à suivre comme discussion et ça montre qu'ils sont pris assez au sérieux quand même. Bon, eux, à mon avis, ont très peur de d'effaroucher tellement les gens qui perdent la majeure partie de leurs clients. Parce que j'aurais la même frayeur.
Mais bon, certains disent qu'il se passe des choses étranges. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il se passe moins de choses sur le logiciel. Moi, j'ai vraiment confiance parce que c'est un produit que j'aime beaucoup. Et puis, je suis curieux de voir s'ils font une plateforme d'hébergement, à quoi ça ressemble. Bon, bien sûr, j'espère qu'ils ne vont pas forquer avec WordPress, mais on verra ça dans les mois à venir. Oui, les réactions sont fortes là sur le chat. Non, pitié, ne faites pas ça, quoi. Oui, oui, bah, on en est tous là, hein. Je veux dire, on est tous des gens qui ont fait des sites avec WordPress, que ce soit fait son propre site ou fait d'autres sites. Mais non, moi, j'y crois pas. J'y crois pas vraiment. Bah, je peux me tromper, hein, mais non, j'y crois pas vraiment parce que ça me semble tellement énorme que voilà. Et d'ailleurs, ils ont dit déjà à mot couvert. Mais vous savez, après les déclarations, c'est non, ben, pas du tout. On est des fidèles du monde WordPress. Puis en fait, on prépare. Voilà, on peut jamais vraiment savoir. C'est pas des déclarations publiques qui vont nous apprendre grand chose. C'est plutôt les actes. Qu'est-ce qu'ils font? Que fait leur plateforme? Est-ce qu'à un moment, ils proposent quelque chose qui se détache complètement? Ils commencent une bêta, un machin, ou une autre solution, une alternative. Et là, on pourra peut-être se dire, vous savez, WordPress, ils ont en même temps un logiciel qui fait des sites qu'on peut installer et une plateforme de blog. Bon, on peut dire c'est le même programme, mais en fait, les gens qui connaissent vous disent mais il n'y a rien à voir. C'est une plateforme qui gère des millions. C'est juste un programme différent, quoi. Bien sûr que quand vous rentrez dans les admins et tout, c'est la même chose. Mais vous ne pouvez pas gérer des millions de sites comme vous gérez un site qui fait 50 visites par jour, quoi. Voilà. Donc, c'est intéressant en tout cas tout ce qui se passe, hein. Voilà, moi j'en ai un peu fini. Je suis désolé, j'ai débordé un petit peu. Là, je vous dis partez pas parce qu'on a une petite séquence commerciale. Donc je vous fais ça en 1 minute, hein. Pour tous ceux qui se lancent dans la créa web ou tous ceux qui veulent faire leur site pro, on propose alors on a un groupe Meetup pour ça. On propose des ateliers, une méthode pour faire des sites assez différentes de ce qui se fait habituellement. Et c'est des choses très souples au niveau d'ateliers que vous allez choisir, des ateliers, des questions-réponses. Donc, on a des réunions de présentation pour cette offre. Donc, si ça vous intéresse, eh ben, n'hésitez pas et venez vous inscrire aux réunions. Je vous mets le lien là dans le chat. Si vous voulez aller voir. Attends, je l'ai mis en privé à quelqu'un. Donc là, je vous mets le lien. Tu peux mettre nos emails aussi, peut-être, Sophie. Ouais, je mets nos emails. Et aussi, voilà, comme j'ai dit aux gens qui partaient, mettez vos emails dans le chat si vous voulez qu'on vous renseigne, enfin qu'on vous informe de ce qu'on va faire avec Elementor Paris. Évidemment, on ne va pas utiliser votre email pour autre chose, ni pour nos autres projets, ni rien. C'est dédié à Elementor Paris, vous inquiétez pas, on garde ça, on ne partage pas vos emails pour d'autres choses, quoi. Du coup, excusez-moi, je mets tous les liens, tous les trucs. François, si tu veux peut-être prendre la parole 2 secondes, le temps que… Oui, donc pour revenir à la communauté, on aimerait bien faire quelque chose de bien, c'est-à-dire où tout le monde participe un peu. C'est pas parce que vous ne connaissez pas beaucoup WordPress et Elementor que vous ne pouvez pas apporter quelque chose par vos questions, vos réactions, ce que vous voudriez. Donc si vous pouvez nous aider, ça nous ferait vraiment plaisir. Voilà, on pense qu'il y a vraiment, on aime bien Elementor, hein, donc on pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Aussi, à côté, on a des projets qu'on aimerait bien partager avec des gens qu'on rencontre ici, plus commerciaux, mais là, en mode collaboration, hein. On a un projet d'annuaire et tout qu'on avait lancé avant l'épisode du virus. Et puis des projets de microservices. Si tout ça vous intéresse, si ça vous intéresse de discuter avec nous, vous nous contactez d'une façon ou d'une autre. Et puis on en parlera activement. J'ai mon micro. C'est bon, Sophie? Tu veux toujours que je… Oui, attends, parce que je récupère 30 secondes les emails, puisque je peux pas faire de copier-coller. Oui, voilà, si vous avez effectivement des envies de… Enfin, déjà, il y a beaucoup de gens qui te remercient, François, pour la présentation qui était claire, etc. Tous, si vous avez envie de participer, de faire ne serait-ce que 10 minutes de présentation sur un sujet qui vous plaît, etc., évidemment, nous, on est preneurs, hein, de toutes les interventions. Vous, ça vous permet de mettre un peu en avant votre travail. Nous, ça permet d'avoir du contenu à partager avec les gens. Donc, n'hésitez pas après à partager tout ça sur le groupe Facebook ou par email. Vous avez nos contacts maintenant. On a les vôtres, on vous tient informés, donc vous pourrez nous répondre. De toute façon, on va vous envoyer par email le replay déjà du Meetup. Donc, voilà.
juste pour participer, une dernière petite chose, pour participer, si vous ne vous sentez pas suffisamment courageux pour intervenir, n'hésitez pas à participer, c'est aussi nous envoyer des questions par écrit. Donc vous n'êtes pas obligé de présenter ça à 30 ou 50 ou 100 personnes. Hein. Vous échangez avec nous par écrit, mais parfois en une ligne, et ça nous fera déjà, sur le groupe Facebook par exemple, ça nous rendra bien service, quoi. Voilà. Ben, écoutez, merci à tous. Et Eh ben merci, on peut peut-être allumer les micros, comme ça tout le monde peut dire au revoir. ah oui, attendez, si vous voulez bien, voilà, départager ton écran, s'il te plaît, François. Ouais, je départage. Bah, oui, je sais pas si ça se dit, non. Comme ça, on va pouvoir faire une photo pour voilà, nos community managers d'Elementor Monde, qui aiment bien voir quand même qu'on ne fait pas des faux meet-up. Donc, si vous êtes OK pour allumer vos caméras et faire une petite photo de groupe digitale, ça serait sympa. Ah, il y en a qui n'ont pas de caméra. Bonsoir. Allez. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, si vous avez des caméras, merci de les allumer. Les autres, bah tant pis. OK, je fais une petite capture d'écran si vous voulez faire voilà, un beau sourire. C'est parti. 1, 2, 3. Merci beaucoup. Merci. On est parti 20. Merci. On est parti 20, on arrive 18, c'est bien, on est content. On a perdu que 2 personnes en route. Ouais. Il y a du gens entre temps, mais. Ah, il y a des gens. Ils sont partis prendre l'apéro, c'est pour ça. Ouais, ça doit être ça, ouais, je crois. Ouais. Nous aussi, on l'a pris, mais vous nous avez pas entendu, comme d'habitude. Ah, c'est bien, vous avez fait une bonne photographie de la situation en plus. C'était vraiment excellent. Merci, merci. Et on essaiera de. Vraiment, on veut. Allez-y, lancez des idées. Et puis, si vous voulez intervenir dans les prochains, faites-le. Ça doit être une communauté et pas seulement un aller. Ça doit être des allers-retours permanents, quoi. On se voit bien en organisateur et gérer les réactions. Voilà. Bon. Ok, super. Bonne soirée à tous. Au revoir à tous alors. Bonne soirée, au revoir. Et à bientôt j'espère. Bonsoir, merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Je te propose de rester un tout petit peu. On a Aurélie qui est avec nous, qui est organisatrice d'Elementor en Espagne. Donc on va attendre que les gens, voilà, on va vous dire au revoir et puis on va parler 5 minutes. D'accord. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. À la prochaine. Et puis n'hésitez pas à intervenir du coup sur Facebook, etc. Voilà. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Hop.